La Tech dans les nuages, c'est le podcast qui explore les histoires fascinantes du numérique d'hier, d'aujourd'hui et même de demain. Nous sommes le 29 juillet 2025 et pour cet épisode que l'on peut qualifier d'estival, nous sommes à nouveau en Tech à Tech avec Néo, enfin presque. Salut Néo, comment tu vas ? Salut Boki, eh ben nickel, je dirais même que on pourrait qualifier cet épisode d'été Tech. Ok, on commence par des calembours comme ça, à froid, pas de soucis. Néo, pour recentrer, il faut bien quelqu'un de sérieux dans ce podcast, est-ce que tu pourrais rappeler à nos auditeurs ce qu'est le concept du Tech à Tech ? Eh ben écoute, on est tous les deux sur cet épisode, tout simplement pour préparer les prochains avec les invités. Et là, on va profiter un petit peu de cette pause estivale pour aborder des sujets plus intimistes, comme on va pouvoir les présenter assez rapidement. Les amoureux des paroles grivoises pourraient dire qu'on essaie de rentrer un peu plus dans Néo et Super Boki, mais nous ne sommes pas de ces gens-là. Donc en effet, le Tech à Tech, c'est ce petit moment tous les deux. On pourrait dire que c'est un épisode où on n'a pas trouvé d'invité. Non, c'est pas ça du tout. C'est un épisode où on a pas mal de choses à dire. Ça va être un peu pêle-mêle, un peu plus léger parce que c'est des choses qui nous concernent directement, mais toujours en lien avec le numérique. D'autant plus qu'on n'est pas tout à fait seul, puisque Discord communautaire oblige. Nous sommes en live sur le Discord de Super Boki. On remettra le petit lien en description de ce podcast, mais on a une foule en délire. Ouais, tout à fait. Heureusement qu'on a une communauté de modération incroyable qui permet de filtrer tous ces messages qui déboulent sur la conférence de l'enregistrement. Donc, si vous avez suivi les différents podcasts, vous savez qu'on avait un des objectifs, c'était de passer Discord communautaire. C'est chose faite et on peut faire ce type d'enregistrement assez simplement maintenant. Et l'avantage de la conférence, c'est de pouvoir enregistrer dans de bonnes conditions et de pouvoir, si on le souhaite, interagir avec les personnes sur le Discord. Et on espère qu'on aura des interactions intéressantes, mais j'en doute absolument pas, vu l'auditoire qu'on a ce soir. Vu la qualité du panel, on ne peut pas être déçu. Parce qu'on ne peut pas dire que ce soit la quantité qui prime, mais on va se concentrer sur la qualité. Après, si on fait une petite digression d'introduction sur le Discord, on peut dire que sur le Discord Super Boki, sur lequel on est tous les deux depuis quasiment le début, surtout toi ? Oui, surtout moi. Surtout moi. On a toujours essayé de filtrer pour éviter justement la quantité, avec le truc chiant de présentation, la validation des règles. Là où certains Discord cherchent un peu à grossir artificiellement, nous on a préféré prendre notre temps, mais avoir une commu à minima engagée. Tout à fait. On est fin juillet, on l'a dit très justement, et moi je me fais tout doucement à l'idée que le rythme annoncé au début du podcast d'un épisode mensuel, tout doucement on s'en éloigne. Alors parce qu'il y a eu des retards de prix, j'ai pas envie de dire que c'est de la faute de qui, mais Néo est hors de cause. Et sur les mois qui restent, est-ce qu'on arrivera à rattraper ce retard ? T'en penses quoi Néo ? Bon, moi je suis pas trop inquiet, on va dire que à la manière des grosses productions, l'épisode estival compte pour les 2 mois et que écoute, on reprendra un rythme à la rentrée en septembre tranquillement. J'ai fait mes premiers pas dans le montage avec le précédent épisode, ce qui permet un peu de soulager ton emploi du temps de ministre. Et puis on va voir. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal sur les prochains épisodes. Ça fait une superbe transition avec ce qui s'est passé depuis le dernier podcast. Je voulais justement avoir ton retour sur tes premières armes sur le podcast audio comme ça. Quelles sont tes impressions sur le côté montage ? Ah oui, sur le côté montage. Eh bien écoute, c'est vrai que tu m'avais parlé de tous ces petits tics de langage que tu pouvais entendre au moment du montage et dont je me rendais pas forcément compte, en tout cas dans la version finale. Bon, clairement, oui, c'est flagrant, surtout quand tu montes 2h45 à peu près de fichiers bruts. Bon, t'as le temps de les... Alors non seulement de les entendre, mais presque de les anticiper. C'est-à-dire que on se retrouve à se dire, là, à mon avis, on va avoir un coup de respiration, un coup de... je ravale ma salive. Voilà, exactement. Par exemple, ou des mots un peu parasites, du coup, toutes ces petites choses-là
C'est vrai. dont les monteurs raffolent, bien entendu. Ouais. Donc bon, après, on prend un rythme. On peut pas faire de compteur. On reste sur un podcast audio. Mais c'est vrai que oui, j'ai coupé quelques morceaux comme ça qui revenaient très, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que je sais pas pour toi, mais quand je monte, par rapport à la courbe, parce que il y a une courbe de l'audio, j'arrive à dire, ah, là va y avoir un bruit de bouche, là va y avoir une respiration. Et limite, pas besoin d'écouter, tu coupes. Exactement, ouais, je te rejoins complètement. C'est tout à fait ça. Et entendre ta voix, ça te dérange ou pas plus que ça, toi? Non, pas spécialement. Ça m'avait dérangé sur les premiers épisodes. Mais Ouais. bon, après, non. Alors, je parle pas encore de moi à la troisième personne comme Alain Delon. Mais qui sait, peut-être la saison 2, on fera différemment. Ok. Sur ce qui s'est passé de nouveau, alors pas une grosse activité, si ce n'est ce qu'on va dire au cours de ce podcast, j'ai quand même envie de teaser un petit peu le prochain invité, sans trop en faire. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un profil totalement différent de tous les invités qu'on a pu entendre dans l'émission et que j'ai déjà plutôt hâte de pouvoir partager les thématiques qui vont être en lien avec sa carrière dans le prochain podcast. Ouais, effectivement, on va vous caler ça pour la rentrée, parce que clairement, ça sortira fort peu probablement au mois d'août. Alors, ouais, parce que l'enregistrement, de ce qu'il m'avait dit, ça serait plus sur fin août. Donc si on enregistre en gros le 25 août, voilà. Hein. Le temps de monter les 4 heures de rush. Non, je plaisante. Alors ouais, on vous fera ça, un épisode quali monté pour la rentrée. Ok. Je te propose qu'on avance et qu'on explique un peu la structure, du moins le semblant de structure de ce podcast en tech à tech. On va avoir une partie qu'on va appeler un peu cahier de vacances sur des choses qui possiblement on procrastine ou plutôt on va plutôt dire qu'on a anticipé et qu'on a prévu de faire pendant cette période estivale. Donc ça va être un peu la partie cahier de vacances. Et ensuite, on se permettra, dans une autre partie, de livrer quelques indispensables sur nos infras. Ouais, avec plaisir. Super. Pour commencer cette partie qui est de vacances, est-ce que Néo, tu nous ferais le privilège de bien vouloir nous dire ton premier devoir de vacances? Eh ben écoute, là, je suis en train de gérer ma RAM, de la RAM Corsair. Je sais, Ok. c'est un gros sujet, un gros débat sur le Discord. vous verrez, il y a des débats animés sur le sujet. Ma RAM Corsair, voilà, qui m'a lâché au moment où j'ai changé de config, qui m'a valu honteusement de passer une semaine à identifier le problème. Bref, donc la RAM est repartie en RMA et elle est bloquée. Je viens de voir aujourd'hui que le ticket avait été ouvert le 2 juillet, le colis déposé le 7 et qu'il est toujours au même endroit. J'espère ne pas avoir l'occasion de vous en parler dans l'épisode de la rentrée. Ça voudra dire que je tourne toujours avec les barrettes de RAM de mon camarade. Mais voilà, donc heureusement, c'est pas le serveur. Et est-ce que tu as pu identifier ce qui a fait faillir ta RAM? Parce qu'apparemment, elle fonctionnait très bien sur ton ancien setup et là, tu as changé et ne fonctionne plus. Ouais, alors je pense pas que ce soit lié, c'est juste pas de bol. Mais bon, c'était une période... Il y a des périodes où il n'y a rien qui va, hein, clairement. Ouais. J'en étais à ma 6e déconnexion de chez Free. Alors, une fois sur une ligne, une fois sur l'autre, pour pas toujours avoir un service inopérant au même endroit. Et comme j'étais en train de faire le montage... Ah bah oui, c'est le montage d'ailleurs qu'on devait sortir rapidement. Où j'avais vraiment beaucoup avancé et donc que j'avais surtout avancé hors ligne puisque j'avais plus de connexion. Je sais pas si vous vous souvenez, au dernier enregistrement, j'ai enregistré avec ma connexion 4G, ce qui avait fait bugger la roue du Tech à Tech. Ouais. Après, sur l'enregistrement au global, ça s'est pas trop ressenti, donc peut-être que c'est grâce à tes petits doigts de magicien monteur, mais au ressenti, on n'a pas trop subi un son dégradé ou des grosses coupes pendant l'enregistrement. Non, ouais, c'est vrai qu'au niveau de l'audio, ça posait pas trop de soucis. Toujours est-il que quand j'ai fait le montage, faire remonter un rush de 8 Go quand on fait le découpage, c'est un peu compliqué sur la 4G. Ouais. Donc bref, j'ai monté ça en local, j'ai espéré que la connexion revienne.
ce qui n'a pas été le cas. Et donc, comme j'avais besoin de pouvoir avancer dessus le week-end et que j'étais pas chez moi le week-end, et ben j'ai laissé tourner l'ordi pour que la synchro Nextcloud se fasse. Sauf que quand je suis rentré, donc j'ai jamais eu accès au fichier en question, et quand je suis rentré devant l'ordi, il était figé, impossible de redémarrer. Magnifique. Ouais, comme tu dis, et tout ça effectivement dans un laps de temps qui aurait pu laisser penser que c'était dû au changement de config. Bon, manifestement, non, c'est juste pas de bol. La RAM, elle avait un petit moment, non, parce qu'elle était encore sous garantie, tout juste d'ailleurs. Je crois que la garantie, c'était fin août ou début septembre sur les 2 ans. Donc, valait mieux que ça tombe en rade maintenant. Donc un bel enchaînement de mésaventures pour toi, Néo. Ouais, c'est ça. On va dire qu'on voit le bout du tunnel. Tu vois la lumière au loin. Ouais, c'est ça. Et tu vois, ça a continué puisque mon colis est resté bloqué. Là, quand j'ai relancé. Donc la lumière, elle n'est pas encore là. Ouais, on la voit au loin. Quand j'ai relancé Corsair et qu'ils m'ont dit, bah écoutez, on vous a envoyé l'étiquette de retour, on attend le colis. Et que sur le suivi UPS, tu vois que ton colis, il est là où tu l'as déposé il y a une 20aine de jours. Bon, je me dis, ouais, effectivement, on voit pas encore totalement le bout du tunnel. Tu noteras que sur le conducteur, j'ai parlé de la machine gaming, mais que ça ne concernait pas encore le serveur. Et oui, parce que j'aime vivre dangereusement, et j'ai aussi mis de la RAM Corsair sur le serveur, et c'est pas de la RAM ECC, puisque c'est une config grand public. Ouais, t'as fait avec du matos, pas de récup, mais du matos classique qu'on peut prendre pour un PC gamer, comme on dit, parce que c'est la mode. Mais ouais. Ouais, j'avais au moment où j'ai monté cette infra, entre guillemets, ce Home Lab, j'avais des besoins de pouvoir monter des serveurs gaming, alors Minecraft entre autres, hein, mais d'autres, et donc j'avais besoin de fréquences monocœur, ce qu'on retrouve pas souvent sur des CPU serveurs, type Xeon et autres, où là souvent c'est beaucoup de cœur, mais une fréquence assez faible. Ouais. Et ça convient pas très bien à l'usage que je voulais en avoir. D'accord. Après là, on va peut-être un peu digresser, mais je crois que sur certains Xeon, tu as quand même une notion de turbo boost, je crois, où tu peux arriver d'augmenter ta fréquence sur les cœurs de ton processeur. Ouais, faut savoir que sur le turbo boost, tu as un turbo et un turbo all. En fait, tu peux monter sur des fréquences assez intéressantes, en tout cas relativement élevées sur un cœur, et dès que tu as une demande sur plus d'un cœur, la fréquence est vachement limitée. Donc effectivement, quand ils te mettent un turbo boost et je vois que le chat réagit, mais souvent tu as le turbo sur un cœur qui est intéressant, et en fait dès que tu as de la demande sur plusieurs cœurs, ça s'effondre pas, mais le turbo boost est vachement moins intéressant. Donc toi, pour ton usage, tu avais jugé à l'époque que c'était pas forcément ce qui était le plus optimal, et tu as préféré rester sur des pros grand public, quoi. Ouais, c'est ça. Sachant que, étant donné que je tourne sous Unread, j'ai pas de besoin de RAM ECC absolument, comme on pourrait l'avoir avec du ZFS. Ouais. À moins que tu utilises Unread avec le ZFS. Effectivement, mais jadis, le ZFS n'était pas dans les specs, et de toute manière, comme j'ai une config de disque dur assez hétérogène. D'ailleurs, parlons-en des disques durs. Ah non. J'ai cramé mon disque de parité, mon petit 12 Tera de parité qui m'a craché quelques erreurs smart. Encore garanti le disque ou Oui, à 4 mois près. Magnifique. Non, un peu plus. Je crois qu'il était d'avril 2024. Bon, c'était un reconditionné. Pris sur une enseigne, une grande bibliothèque, un grand vendeur américain de livres. Mmh. Je suis content du service après-vente, hein, du coup il est reparti, et je l'ai remplacé par deux disques de 10 Tera neufs. Ok, alors la strat que tu utilises, moi je fais un peu pareil, je les prends sur cette même enseigne, et je prends en plus une extension de garantie. Ouais, ça a été pas mal conseillé là sur le Discord. Ouais. Souvent les gens demandent des conseils pour des disques durs, encore ce soir d'ailleurs. Il me semble que un des derniers messages dans le channel général concerne les disques, et ouais, j'ai vu que ça se faisait pas mal. Je sais pas, pour l'instant je t'avoue que ça m'a refroidi sur le reconditionné.
Je me dis, le disque, en il a fait, moins de 2 ans, c'est un disque Helium. ouais. Après, ça dépend ce que tu veux, ton budget, la criticité de tes données. Moi, je me dis par rapport à ce que j'héberge, si j'ai un disque qui pète, qu'il est encore garanti, même si j'en ai deux, et ben, en fait, vu qu'en gros, je switch, et même s'ils me font 2 ans, si je dois changer tous les 2 ans, je m'en fiche au final parce que je peux récupérer mes données. Ouais, C'est... tout à fait, ouais. Ouais, bah là, c'était Après, le disque de parité, bon. vu qu'en ce moment, t'es un peu dans l'œil du cyclone, je me dis que On peut dire ça. des pannes en chaîne, ça peut toujours arriver, hein. C'est vrai, mais bon. Oui, après, effectivement, bon, c'est pas une catastrophe. Encore une fois, on a des setups, alors là, sous Unraid ou sur d'autres solutions, hein. On a des setups qui permettent de pallier justement à la panne d'un ou plusieurs disques. Bon, bah voilà, c'est fait pour ça, hein. Helium, tu voulais préciser peut-être dans le chat, ça concernait le Turbo Boost. Alors, je sais pas si c'est le Turbo Boost ou si c'est sur les besoins d'un serveur Minecraft. En tout cas, donc Minecraft qui est codé en Java a des grosses, a des grosses attentes côté fréquence monocœur. Et avant, j'avais d'ailleurs un Xeon, un E3 V2 avec 8 cœurs 16 threads, mais avec une fréquence de base pas dingue, je crois que c'est 2 et quelques. Ouais. Et donc effectivement, ouais, Helium nous confirme dans le chat, hein, sur Minecraft, les attentes sont vraiment sur la fréquence monocœur. D'ailleurs, en parlant de Helium, teasing, peut-être possible futur invité par rapport à des projets qu'il soutient, très en lien avec la tech. Peut-être invité de septembre, octobre, on verra ça. Et il nous parle aussi par rapport aux processeurs des caches L1, L2, L3 qui jouent beaucoup. C'est possible, alors pour ceux qui savent pas trop c'est quoi ces caches L1, L2, L3, c'est des petites zones de stockage. Donc L1, petite zone, mais très proche de la puce de calcul, du processeur. Et en gros, c'est ces mémoires-là sur lesquelles il y a besoin de plus de vitesse. Donc plus on a du cache L1, L2, L3 performant et avec un minima d'espace, bah, plus on peut optimiser des perfs en fonction de certains besoins. D'ailleurs, j'ai switché sur ma machine gaming pour un Ryzen 7 5700X 3D qui a la particularité d'avoir ce cache, alors ils appellent ça 3D V-cache. Et en fait, la zone, c'est une zone de mémoire, hein, ni plus ni moins, ouais, bien sûr, qui se trouve vraiment au-dessus du CPU, enfin du die, donc de la puce active du processeur. Okay. Et normalement, ça annonce des perfs meilleurs en jeu. Après, je pense qu'avec la puissance actuelle qu'on a, les optimisations de perf, je pense que la plus grosse optimisation, c'est nous de progresser sur le jeu auquel on joue. Ouais, clairement. Et puis après, ça dépend beaucoup au jeu auquel tu joues. Là, en l'occurrence, je joue pas mal à des FPS, donc le facteur déterminant, c'est plus le GPU, hein, la carte graphique, plutôt que le processeur. Le processeur, il sera plus sollicité sur... Enfin, c'est pas qu'il est plus sollicité, il est prépondérant dans des jeux comme des simulations... J'allais dire comme Football Manager, par exemple. Je saurais pas te dire, mais... Ouais. Non, mais les SimCity-like, ils sont très très demandeurs en ressources CPU. On a pas mal digressé, on est parti de la RAM pour aller jusqu'à ce petit aparté sur les processeurs, c'était super intéressant. Dans mes devoirs de vacances, j'ai 2 choses qui risquent de potentiellement te plaire. Je vais essayer de faire ça étape par étape. La première, c'est, comme tu le sais, mon envie de m'éloigner un peu de Microsoft sur du perso. C'est très bien. Et avant de dire au revoir à Microsoft, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une manière d'enlever tout ce qui me dérange et avoir quelque chose qui pourrait correspondre finalement à mes besoins? Est-ce que tu connais les versions LTSC de Windows? Ah non, écoute, c'est la première fois que j'en entends parler. Je connaissais des versions Tiny ou des versions Light, ou justement épurées de tous ces services qui sont lancés au démarrage, mais pas LTSC. Alors, Waza dans le chat nous dit Long Term Service Enterprise. Donc, c'est des versions qui sont beaucoup plus épurées, minimalistes, sans bloatware, sans logiciel non obligatoire, genre tout ce qui est Cortana, OneDrive, Teams ou autre chose installée, ça dégage. Le service Xbox, ça dégage. En gros, tout ce qui est non essentiel au fonctionnement de l'environnement,
ça dégage. Alors, il manque vraiment beaucoup de choses. Je me suis dit, mais c'est cool. En plus, en termes de performance sur certains benchmarks, on peut gagner en performance parce que le processeur est moins sollicité là, pour certaines choses. Enfin, ça cochait vraiment beaucoup de cases pour moi. Pas d'obligation ou de forte incitation d'avoir un compte Microsoft à l'installation. Et l'autre chose, c'est au niveau du maintien des services de mise à jour. Par exemple, il y a une version de Windows 10 de LTSC de 2019 avec un support étendu jusqu'en 2029. Une version de Windows 10 2021 étendue jusqu'en 2032. Et la version de Windows 11 LTLC 2024, elle est étendue jusqu'en 2034. Donc c'est-à-dire que d'un point de vue pérennité de l'OS par rapport à la config, on peut gratter du temps. Et par rapport aux gens qui seraient un peu réfractaires à Windows 11, en fait, Windows 10 et les mises à jour qui s'arrêtent en octobre, en fait, on peut le contourner ça. Oui, alors c'est vrai qu'on entend beaucoup, et je me permets de te couper, on entend beaucoup sur les réseaux end of life, Win 10, end of life. Alors, c'est vrai que ça peut faire peur. Bon, je ne peux pas taper tout le temps sur Microsoft gratuitement, mais c'est que le support de Windows 10 qui s'arrête. Votre machine, elle ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, le 10 octobre. C'est pas comme ça que... Ça va continuer à tourner, mais il n'y aura plus de mise à jour classique. Il y aura peut-être quelques mises à jour de sécurité encore. Faut voir après, je sais pas jusqu'à quand elles sont calées ces mises à jour de sécurité. Mais en effet, là en gros c'est date de péremption octobre. Après on peut continuer à l'utiliser, mais il est possible que ce soit exposé à des failles critiques qui ne seraient pas forcément comblées. C'est vrai que Microsoft n'est pas connu pour avoir des failles critiques. Je ne comprends pas pourquoi tu évoques cette éventualité. Quelque chose me disait dans ma tête que tu allais rebondir là-dessus. Eh oui. Donc là... Plus sérieusement, Waza nous demande dans le chat si ça pose des soucis de licence. Alors, ça fait une transition parfaite parce que là, j'ai un peu décrit quelque chose qui pourrait répondre à la plupart de nos griefs envers Microsoft. Le côté un peu invasif avec des choses que l'on ne désire pas. Bon pas toi, Néo, parce que toi, ce que tu ne désires pas, c'est Microsoft. Mais tu vois, j'ai pas fait de remarque, mais tu as dû le lire. Le langage non verbal, parfois... Dans le podcast audio, vous ne voyez pas forcément le langage non-verbal de Néo, mais il était assez éloquent. Bon, j'ose espérer que vous l'aviez deviné depuis le temps qu'on se connaît sur ce podcast. Alors, où le bas blesse sur cette version, plusieurs choses. La première, assez pratico-pratique, le côté licence. En effet, pour avoir des licences comme ça, ce sont des licences professionnelles, ce sont des licences particulières. Si vous étiez sur un Windows 10, Windows 11 familial ou pro de base, ça ne va pas. Il y a des méthodes détournées un peu dans une zone grise qui permettraient d'activer des licences. Et si toutefois vous souhaitez acheter une licence, il y a des sites qui font de la revente de licences. J'ai regardé sur des posts Reddit, j'ai regardé un peu à droite à gauche par rapport à ce qui se dit sur ces licences-là. Pour moi, c'est globalement tous ces sites de revente de clés, plus ou moins de la zone grise où c'est des pools de licences qui sont achetées et qui te revendent comme ça. Mais factuellement, c'est possible de pouvoir activer une licence Windows LTSC. Mais c'est déjà un petit truc qui pourrait être un frein à des personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec ça, des personnes qui n'ont pas de grosses appétences avec l'informatique. Autre problème, c'est pour quel usage ? En fait, ces versions très minimalistes, très fonctionnelles, elles sont pour être sur des environnements soit légers, soit critiques, avec une grande stabilité. C'est au détriment de certaines choses qui ne seront pas forcément implémentées dessus. Par exemple, c'est très compliqué, voire quasiment impossible de fonctionner dans de bonnes conditions avec Xbox et le Game Pass. Si vous installez Steam dessus, ça va fonctionner, il y a eu des tests qui ont été faits, mais pas sur tous les jeux parce qu'il manquera possiblement certaines bibliothèques. Les mises à jour, la fréquence des mises à jour ne sera pas quasi quotidienne comme ce qu'on a actuellement, ça sera peut-être une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année. Bon, ça peut ne pas être un mal. Hein. Oui, bien sûr, mais s'il y a une bibliothèque qui te manque sur ton Windows, en fait, ça sera à toi d'essayer d'aller la chercher toi-même. Pour la mettre, ça sera moins du clé en main sur comme ce dont on a l'habitude sur Microsoft par rapport à ça. Ouais, bon, j'imagine aussi qu'il y a pas mal de services d'arrière-plan qui sont désactivés. Hein. Tu parlais de Teams, Drive. J'imagine que le service d'imprimante ne doit pas être actif par défaut. Ouais, Windows Update n'est pas actif non plus. Il y a plein de choses qui sont désactivées. Il y a très peu de télémétrie en fait aussi. Donc c'est plutôt cool. Par contre, ce Windows est reconnu par certains jeux, donc des jeux très connus, comme une version non officielle de Windows, ce qui fait que les systèmes anti-cheat, ils peuvent te dégager.
Par exemple, Valorant, si tu veux ouais, pouvoir y bah, jouer, bah, tu peux pas avec cette version. en sachant qu'en plus Riot, qui édite Valorant et League of Legends, ils ont c'est Vanguard, je crois, leur anti-cheat, Ouais. qui est assez invasif. Hein. Il est à un niveau dans le système qui est assez bas. Il a accès à beaucoup de choses et il a besoin d'accéder d'ailleurs à beaucoup trop de choses à mon goût. C'est pour ça que je ne joue plus à LoL, non pas parce que je suis une catastrophe bloquée en fer 4, mais uniquement parce que Tu es sur l'anti-cheat Linux. est aussi. Bah, du coup, je peux pas jouer sur Linux. À LoL, en tout cas. Donc si je devais conclure un peu sur ce Windows LTSC, c'est très bien pour des postes bureautiques, légers ou pour un usage critique, mais pour l'usage de monsieur tout le monde qui veut faire un peu de gaming, bah là on arrive sur du compromis, sur de la bidouille. Si vous voulez rester sur du Windows 10 maintenu, pourquoi pas. Pour le reste, à vous de tester, j'ai envie de dire. Ok. Bah écoute, ça aurait été une découverte. Hein. Alors, je ne suis pas spécialement l'actualité Windows, enfin Microsoft Windows. Mais bon, pourquoi pas si vous voulez pas encore couper le cordon trop Faire le vite. grand saut. Oui, c'est ça. Et du coup, en parlant de grand saut, là, Alors, t'es parti sur quoi? Alors c'est la suite de cette petite mini-chronique devoir de vacances. Parce que je me suis dit, Mathieu, arrête là, ça y est, t'as mis 3 orteils dans l'eau, tu t'es mouillé la nuque, et à un moment, faut te jeter. Installe Linux. Alors j'ai essayé plusieurs distributions. J'ai essayé Zorin OS, j'ai pas voulu tomber dans la facilité de la Debian que je connais un petit peu. Ouais, Debian Ubuntu, ouais, c'est souvent recommandé, effectivement. Ouais. Et sur ma console portable Asus ROG Ally, j'ai installé une version officielle de SteamOS qui est basée sur une Fedora. C'est Ou c'est c'était Bazelite Bazelite qui était sur. Ouais, c'était C'est Bazelite qui est sur Fedora. Bazelite Là, qui j'ai est sur vraiment un installé Fedora SteamOS. Atomic. Ouais. Il est basé sur une Arch, du coup. Arch Linux. J'ai donc pris mon PC portable et pas de dual boot Windows 11 Linux que nenni. J'ai tout dégagé pour mettre Fedora sur mon PC portable. Bon, ça se fait très bien, il n'y a pas de souci. Hein. À l'installation, c'est enfantin comme la plupart des systèmes d'exploitation récents. Alors donc il y a un effet waouh parce que c'est la nouveauté. On est très content d'avoir un nouvel environnement qui est pas Windows, qui est autre chose, mais où on n'est pas totalement perdu à la première ouverture. Et là on se dit, on a fait une super bonne chose de passer sur Linux, ça va être facile. C'est faux. Faux. Donc par rapport à ça, j'ai un petit coup de gueule. C'est toutes les distributions Linux qui veulent singer, copier Windows. Moi, j'en ai déjà parlé, je crois. Je suis pas du tout pour ça. Il y a un système qui s'appelle Winux qui copie toute l'interface de Windows, sauf qu'à l'intérieur, le fonctionnement est pas similaire. Donc les gens qui n'y connaissent pas grand-chose sont encore plus perdus. Ça ressemble à Windows, c'est comme Windows, mais ça marche pas pareil. Ouais, et puis tu te retrouves à télécharger des exécutables sur les internets et puis ça marche pas. Exactement. Là où je trouve le côté qui a été sympa jusqu'au moment où c'est devenu agaçant, c'est que je me l'impression de me retrouver quand j'avais une dizaine d'années sur un système que je ne maîtrise pas. Et dès que je veux faire quelque chose, je fais ma petite recherche pour y arriver. Donc c'est sympa jusqu'au moment où c'est relou parce que tu ne trouves pas de réponse et qu'il n'y a personne pour te répondre. Ouais. Parce qu'en effet, il y a des communautés, mais il y a toujours des petites choses un peu tricky qu'on ne trouve pas forcément. Surtout si tu es parti sur l'OS de Steam, donc qui est basé sur une Arch Linux, qui est réputé pour être très très geek. Enfin, by the way, effectivement, ouais, Arch, by the way. En fait, c'est une distribution qui est volontairement maintenue très technique. Ça évite d'avoir des débutants dessus. Mais bon, ouais, effectivement, il faut absolument lire de la doc, quoi. Ouais, alors ça c'est pour le côté roguelike avec SteamOS, mais sur mon laptop je suis sur une Fedora. Oui, et il y a des choses que je découvre qui semblent relativement accessibles, genre des nouveaux formats d'applications, les Flatpak, les AppImage par exemple, ou sur Windows, alors je sais pas si c'est plus facile ou si c'est qu'on est conditionné pour ça avec l'habitude, mais tu lances un .exe ou au pire du cas un .msi parce que c'est un peu différent. Mais en gros, tu fais clic-clic et tu as ton installation. Avec les Flatpak, on n'en est pas loin. Sur un Flatpak, ça va. Par exemple, Ouais. sur un AppImage, donc tu vas peut-être pouvoir me répondre parce que je suis relativement néophyte. J'ai trouvé un AppImage pour Nextcloud, par exemple. Ouais, c'est ce que j'utilise également. Je veux mettre à jour mon client Nextcloud. Je dois télécharger le nouveau AppImage à chaque fois. Ouais, exactement, ouais.
Et Mais est-ce que ça exactement garde la comme. conf que j'ai mis Oui, il me de semble base? que. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais très souvent, à la manière des Flatpak d'ailleurs, tu as ton fichier de conf qui est localement stocké, soit dans un point local, dans ton dossier personnel, enfin, en tout cas, dans un dossier dédié au conf. Ok, ok, ok. Donc, c'est plein de petites choses. Là, c'est plus de l'adaptation parce qu'il n'y a pas de réel point de blocage. Les points de blocage, ça pourrait être sur des outils, des logiciels qu'on utilise sur Windows à passer sur Linux. Je parle pas côté gaming, je parle côté outils où, par exemple, utiliser Adobe Premiere, utiliser Photoshop sur Linux, c'est complicado. Et j'ai pas envie de Ouais, faire une machine virtuelle avec un passthrough de je sais pas quoi pour pouvoir faire du Photoshop. ouais, C'est pour complètement. ça que l'usage de mon laptop sera essentiellement aujourd'hui bureautique, peut-être un peu de gaming. On en reparlera, ça sera mon dernier point qui m'agace un petit peu. Mais j'aurais pas un usage aussi simple que ce que je faisais avec Windows jusqu'à présent. Mais, on va faire plaisir aux Linuxiens. J'ai la liberté, j'ai pas de télémétrie excessive, j'ai une communauté qui me soutient à tort et à travers. Mm. Mais c'est vrai que j'étais à deux doigts hier ou avant-hier de rebasculer sur Windows et je me suis dit, c'est un peu comme quelqu'un qui a une dépendance à quelque chose. Non, Mathieu, serre les dents, va te coucher, ça ira mieux demain. Ouais, Et c'est la force et quelque part le, le plus gros frein à l'adoption de Linux, déjà, c'est de choisir sa distribution. Enfin, quand tu veux mettre un système d'exploitation sur un PC et que tu sais pas trop vers quoi te tourner, bon, souvent c'est Windows. Et Windows, il y a pas. Il n'y a pas 36 solutions. Enfin, au pire, c'est un Windows familial ou un Windows Pro, et encore, enfin, tu as la même chose. Si tu veux faire pareil sur un Mac, bah, tu te poses pas la question. Il n'y a pas 36 versions de Mac, de macOS. ouais, Sous Linux, c'est un enfer. Ça, je le reconnais. Voilà, tu te dis, allez, je vais basculer vers un OS libre. Et tu te retrouves à te dire, bon, ok, je choisis quoi? Je choisis. Alors, déjà, il y a deux grandes branches. La branche historique Red Hat et puis la branche Debian. En fait, bon, c'est des ramifications qui ont évolué énormément au cours du temps, mais globalement, il y a les deux grandes familles, Red Hat et Debian. Et en plus, pendant très longtemps, elles ont conditionné les applications auxquelles tu avais accès, puisqu'il fallait que les applications soient compilées soit pour Red Hat, RPM, .rpm, et soit pour Debian, en .deb. ouais, Et après, à l'intérieur de ça, tu as encore des familles. Enfin, je pense, si vous. On va dire, on choisit Linux Mint, qui est une très très bonne distribution que je conseille quasiment de manière unanime à tout débutant qui veut découvrir Linux. C'est pas trop loin de Windows au niveau de l'interface, mais ça reste suffisamment loin pour qu'on se trompe pas. Et ben, Ubuntu, c'est une. Comment dire? Quelque chose qui est Linux Mint, décidément. C'est dérivé de Ubuntu, qui elle-même est dérivée de Debian. Et on se retrouve avec un nombre de distributions incroyable, et ce qui est franchement pas pour servir Linux. Et en plus de ça, quand vous avez choisi une distribution, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs environnements de bureau, donc plusieurs couches graphiques en fait. Est-ce ouais. que je choisis un bureau KDE? Est-ce que je choisis un bureau GNOME? Est-ce que je choisis XFCE, LXQT, Cinnamon? Enfin, je pourrais en citer encore un petit moment. Donc voilà, globalement, moi, ce que je recommande et ce que j'installe de gré ou de force dans mon entourage, c'est Linux Mint avec un bureau Cinnamon. On n'est pas trop dépaysé, il y a une barre de menu démarrer. Ça se fait plutôt bien, surtout qu'on a pris l'habitude maintenant d'installer nos applications depuis un marketplace avec nos téléphones, que ce soit Android ou iOS, vous avez un Play Store, un Apple Store. Et ben sous Linux, ça fait des années que c'est comme ça. Voilà. Après, je pense que ça serait intéressant qu'on continue cet échange sur Linux dans un épisode dédié, une sorte de Super Linux Battle où on est avec des personnes qui ont aussi une certaine expertise sur les différentes distributions et un peu essayer d'évaluer les distributions les unes par rapport aux autres, par rapport aux usages. Ça pourrait être intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à envoyer des gens sur du Mint ou du Ubuntu par exemple.
parce qu'on va dire c'est relativement grand public, mais pour certains usages, ça pourrait être intéressant aussi d'aller sur d'autres distribs et ça serait l'occasion d'en parler. C'est vrai. Ouais. Je vois Epitaph sur le Discord qui nous dit que c'est pas ouf pour les jeux et on peut pas forcément lui donner tort. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors, il y a du oui et du non. Par exemple, je reparle de ma roguelike sur lequel j'ai SteamOS, donc on est sur Linux. J'arrive à avoir de meilleures performances avec un jeu Windows installé sur ma SteamOS avec Linux que sur ma SteamOS avec Windows 11 dessus. Donc d'un point Exactement. de vue perf, parfois on a de bonnes surprises. Là où il faut aussi tout dire, c'est qu'il y a toujours les problèmes de soucis avec l'anti-cheat notamment, des compatibilités partielles avec certains jeux qui sont prévus pour Windows, parce que même si les dernières versions de Proton qui permet cette compatibilité, ça permet de gérer une grosse partie des jeux que l'on connaît, il y a toujours malheureusement de l'incompatibilité parfois, et on est un peu sur, pas de l'habitude, mais de l'ajustement pour arriver à nos résultats. Ouais, alors les problèmes de compatibilité, très souvent, ça. Alors, les jeux compétitifs avec un anti-cheat, avec les anti-cheats, on pense à Valorant, League of Legends, il y en a d'autres, hein. Effectivement, ça passe pas. Ouais, je crois que même les derniers Tekken, je crois, Tekken et Street Fighter, pareil, on peut pas. Mais ils sont pas. Ils ont pas été. Je crois que c'est Denuvo qui gère le. Alors, pas l'anti-cheat, mais l'anti-piratage sur ces jeux. Et il me semble que ça passe pas très bien à Denuvo, qui en gros, c'est un service qui permet de limiter le piratage au moins pendant quelques semaines ou quelques mois. Ouais. Mais non, en termes de compatibilité, c'est ce que Epitaph soulevait. Je suis pas tout à fait d'accord. Alors moi, je joue et sous Windows et sous Linux, essentiellement sous Steam Deck. Je vois absolument pas la différence, que ce soit sous Linux ou sous mon Steam Deck. La solution, effectivement, hein, Waza nous en parle là. Bah, en fait, si tu as une machine Windows et une Steam Deck, tu peux très bien faire tourner ton jeu sur ton Windows et puis y accéder à distance sur ton Linux. Ouais, ça peut être une solution. Après, est-ce que c'est pas nous aussi qui cherchons un peu le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire la distribution qui pourrait faire tout parfaitement? Ouais. Je sais pas. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu échaudé sur Linux pour certaines choses. Je t'en avais parlé un peu en privé d'un souci que j'avais à un jeu. Je joue à un jeu qui soit enfenêtré. Ah non, je t'en ai pas parlé à toi. Non, tu me dis rien. Non, on se parle plus, c'est plus comme avant. Qu'est-ce qui nous arrive? J'explique ma problématique. Je lance un jeu. Le jeu fonctionne. Que ce soit en fenêtré ou en plein écran. Je suis très content, je joue. Et je me dis, tiens, y a Néo qui me parle sur Discord. J'ouvre Discord, je te réponds, je retourne sur le jeu, mon clavier ne fonctionne plus. Pour qu'il refonctionne, il faut que je clique dans une zone où je peux potentiellement mettre du texte dans ce jeu, et là le clavier est réactivé. Ouais, Ce qui est très agaçant. C'est vrai. Bon, après, sous Windows, là, Battlefront, Battlefield 1, Battlefield 5 aussi étaient touchés. Quand tu lançais le jeu, plein écran, donc non fenêtré, tu avais des retours Windows, et quand tu recliquais sur l'icône, elle se rouvrait en grand, ça revenait. J'ai eu le problème sous Helldivers 2 aussi. Et en fait, il faut faire tourner le jeu en mode fenêtré sans bordure. Alors là, et c'est sous Windows. Alors là, Néo, ce que tu fais, c'est très malhonnête. Je pose une problématique et tu défends Linux en disant oui, mais regarde, je te montre un autre caca qui est sur Windows. Exactement. Non, ce que je veux dire, c'est que tu n'apportes pas ma réponse. C'est vrai. Mais il faut pas occulter les soucis qu'il y a sous Windows. Et souvent, on pense que c'est la seule chose qui existe de viable. Je ne suis pas d'accord. Même pour jouer. On s'entend là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vais encore laisser un peu la chance au produit. Mais c'est vrai que c'est super frustrant de se dire qu'il y a très peu de choses qui sont totalement clés en main fonctionnelles. Il faut toujours un peu ajuster, parfois bidouiller, parce que mon truc de clavier, j'ai bien pensé à faire un petit script qui tournerait en fond et qui permettrait de simuler une frappe et que ça relance le clavier. Ouais, c'est pas une solution viable. Ah non, c'est pas une solution, c'est pas viable. Et ça m'agace quelque peu, donc je ne vais pas aller en boucle sur ce sujet. J'espère que dans le prochain épisode, je dirai
Neo, c'était tout bête comme action à faire. Il y avait un paramètre dans la fenêtre d'application, blablabla. J'ai pas trouvé pour l'instant. Donc je Ouais, suis bon. actuellement néophyte Linux. Je l'assume. Enfin, Linux avec interface. Parce que quand on fait un peu de serveur, hein, comme on fait nous, on est plus sur de la ligne de commande. Et là, je suis dans ma zone de confort. Puis c'est vrai que les jeux en ligne de commande, sont Ça n'a pas, pas enfin, le ça vent en court pas les poupe. rues. Non, Ça n'a pas le vent en poupe. enfin, le dernier triple A en ligne de commande, il date un peu. Ouais, effectivement. Donc voilà pour mon passage du côté linuxien de la force. Pour ce PC portable, pour mon PC, celui sur lequel on enregistre, je reste pour le moment sur Windows, hein, par rapport à certains besoins. Côté pro aussi, mais sur le pro, je fais aussi beaucoup de vertus, donc je vous montre un peu ce qu'il y a côté Linux avec mes apprenants. Voilà, voilà pour ma bascule. Et ben moi, dans mes cahiers de vacances, il y a faire des backups de mon infra. Je repousse ça autant que je peux et je crois savoir que je suis pas le seul à mettre ça sous le tapis. Mais oui, ça c'est une arlésienne et je pense qu'on poserait la question sur le Discord. Vous êtes comment les gars avec vos backups des services? Mais je Mm. pense qu'on a tous la théorie en tête, Ben mais oui. la pratique, enfin, parce que ça passe par plusieurs choses, tu pourras en parler, mais quand même je pense qu'il y en a qui ont des solutions de backup qui sont mises en place, mais elles ne sont pas testées non plus, donc Oui, c'est ça. Il y c'est a que la moitié vraiment du chemin. un sujet un peu sensible et je te laisse un peu nous expliquer ça. Alors déjà, avant, pour introduire ton propos, est-ce que tu penses ça parce que tu as perdu des choses ou parce que tu as vu ton disque de parité tomber en panne et tu t'es dit faut peut-être que je me dépêche à faire quelque chose? Non, non, non. En vrai, j'étais pas trop inquiet, hein, réellement. Encore une fois, la config de mon HomeLab permettait de perdre un disque. Et là, j'avais même pas perdu un disque, j'avais juste une grosse vague d'erreurs. Donc dans l'analyse SMART. Donc SMART, en gros, c'est ce qui permet de faire remonter des valeurs, des métriques qui permettent d'évaluer la santé d'un disque dur. Enfin, pas forcément d'un disque dur, en tout cas d'un média de stockage. Ça peut être un SSD. Toujours est-il que, non, le backup, ça fait un moment. En fait, très souvent, on se dit, allez, je déploie un service, on passe une énergie assez conséquente à faire que le service tourne. Et puis on se dit, bon, ouais, le backup, on verra. Déjà, il faut que ça fonctionne. Les backups, on verra plus tard. Bon, il se trouve que c'est jamais plus tard. Et donc, on atteste mon pseudo sous Discord. Hein, c'est sauvegarder, c'est douter. Donc, voilà, une petite partie de moi le sait. Il faut que je fasse des backups propres. J'ai un mal fou à me décider sur une solution. En plus, le blog de Corben, corben.info, Ouais. toutes les semaines, il propose une solution de stockage différente. Bref, là, je suis en train d'essayer placard.io, Ouais. qui est une solution qui fait des snapshots, qui permet ça te crée un dépôt, alors qui peut être local ou sur un SFTP ou sur un Bucket S3. Alors, sans rentrer dans les détails, mais globalement SFTP, Bucket S3, c'est des technos différentes, mais ce sont des espaces de stockage en ligne et qu'on peut soit faire héberger par un prestat. Le S3, c'est ce qui tourne chez AWS, Ouais. Amazon Web Services, et ou en SFTP. Enfin bref, ce sont des technos de stockage en ligne. Et bien entendu, tous ces backups, toutes ces copies que vous faites sur des services tiers, ce sont des copies qui sont chiffrées et qui ne sont pas forcément interprétables sur l'endroit où vous le stockez qui n'est pas chez vous. Et ben là, en l'occurrence, Placard.io permet, d'ailleurs par défaut il est chiffré, il faut mettre une variable d'environnement, enfin il faut configurer un paramètre si on veut le mettre en non sécurisé. Donc globalement, les backups, voilà, il faut que je m'en occupe. Là, je suis en phase de test, je teste sur ma machine. Si ça fonctionne, ça passe sur le HomeLab. Est-ce que tu te rappelles du service qui permet aussi de faire des backups qui n'est pas Placard.io, qui avait un peu le vent... Ah, Duplicati, voilà. Est-ce que tu as déjà Duplicati. utilisé un peu, toi, Duplicati? Non, pas du tout. Non, là je fais tout avec un joli petit AirSync des familles, Ouais, sachant que les limites du AirSync sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire que globalement, si demain je me fais chiffrer mon infra, et quand mon AirSync il va
il va synchroniser, il va synchroniser la version chiffrée de mon infra, c'est merveilleux. Après, ça dépend de comment tu fais tes copies. Tu sais, il faut Ouais. les sauvegardes séquentielles, différentielles, ainsi de suite. Ouais. Comme ça, si ta dernière version, elle se fait chiffrer, la version d'avant ne devrait pas l'être, quoi. Effectivement, oui. Alors j'ai ce genre de, enfin, je sais pas si on peut appeler ça de sécurité, mais en tout cas c'est configuré. De stratégie, on va dire. Ouais, stratégie, voilà. Mais des fois, il peut se passer du temps avant que je me rende compte qu'un service fonctionne pas. Ah oui. Et d'où l'intérêt d'avoir des outils un peu de monitoring, type Uptime, Kuma ou autre, pour voir tout ce qui fonctionne. Eh ben, j'ai Uptime Kuma, mais sur mon Home Lab. Ce qui fait que quand je me fais débrancher d'Internet, ce qui arrive à peu près toutes les 6 semaines ces derniers temps, eh ben, en fait, je ne le sais pas. Je le sais quand ça revient. J'ai toutes les notifs qui arrivent, qui me disent hop, c'est up, c'est up. Et voilà. Je te taquine, mais enfin, quand je dis que j'ai besoin de le faire, c'est un peu comme toi. J'ai des gros points de faiblesse sur mon infra, et ça serait bien. Là, j'ai 3 semaines de vacances, et ben ça devrait être largement suffisant pour faire ça. Ça devrait. Ouais. Enfin voilà, donc autant dire qu'avec tout ça dont je devrais m'occuper, eh ben, tout ce qui est à côté, c'est-à-dire basculer sous OpenSense, c'est pas dans les tuyaux. J'ai récupéré des switches manageables PoE, c'est pareil, je suis pas encore à me pencher sur la conf. Il y a plein de trucs qui trônent sur mon bureau, à tel point que j'ai du mal à poser le clavier tranquillement, et bon, ça viendra après, quoi. Moi aussi, j'ai des trucs qui trônent sur mon bureau à côté. Je te montrerai ça sur la toute dernière partie, quand on parlera un peu de qu'on va faire sur la suite des vacances et ce qui va arriver prochainement. J'ai beaucoup de choses à tester, beaucoup de choses à faire, et soit peu de temps, soit une mauvaise organisation, je ne sais pas, ça sera au poditeur de choisir. Ouais, j'ai déjà ma petite idée. Sur les cahiers de vacances, j'ai autre chose que je voulais mettre, parce que pour moi ça fait partie un peu de la tech d'aujourd'hui et de demain, c'est l'appel du solaire, les panneaux solaires à installer chez soi. Pas pour de la revente, parce que à mon sens aujourd'hui ce n'est plus viable de faire de la revente, mais pour aller sur quelque chose qui pourrait pas aller sur une autoconsommation totale, mais qui pourrait absorber par exemple nos serveurs et nos gros équipements à la maison, et pourquoi pas contribuer à la recharge d'un véhicule électrique. Ouais, alors bon, c'est comment dire, souvent c'est ce qu'on appelle le talon de consommation, je crois que c'est le nom exact. Ouais. De ce qui tourne, c'est ton frigo, c'est frigo, congèle, tous tes appareils que tu laisses en veille, un serveur H24. Exactement. Effectivement, l'idée. Alors moi, je suis en autoconsommation aussi, donc globalement, j'ai pas de réinjection sur le réseau, ou en tout cas, tout ce que je surproduis et qui est réinjecté dans le réseau, et ben c'est cadeau. C'est pour vous, messieurs dames. C'est ta manière de contribuer. De faire ta part pour enrichir EDF. Ouais, effectivement. Non, mais j'avais calculé, j'ai pas énormément, j'ai 1200 watts crête. Et ça commence à dater un petit peu, parce que je crois que mon installation, elle date de 2017. Donc ça fait quelques temps. Mais l'idée, c'était de couvrir... alors j'avais peut-être pas de serveur à l'époque. Bon, j'avais 2-3 Raspberry Pi qui tournaient. C'est pas ce qui consommait le plus. Non. Parce que si tu as justifié auprès de la chef de la maison, écoute, j'ai 3 Raspberry Pi, il faudrait qu'on mette des panneaux solaires. Ouais, non. Alors, il faut savoir que c'est toujours moi qui ai le dernier mot à la maison. C'est oui, ma chérie. Ah, ok. ok. On est aussi forts en négoce tous les deux, c'est bien. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas, j'avais calculé de telle manière que ça me coûte pas trop cher, parce que c'est quand même un sacré investissement. Ouais. Et donc l'idée, c'était de couvrir ça, tout ce qui était talon de consommation, donc tout ce qui tournait au repos. Et toi, t'as aucune batterie qui stocke l'excédent? T'es que sur du direct, directement raccordé sur ton compteur et go. Ouais, exactement. La question s'était posée à l'époque. En 2017, c'était pas dingue. Je crois pas me souvenir que Tesla avait déjà présenté son Powerwall, en tout cas. Il n'était pas accessible en France de toute façon. Ouais, c'est possible. Et enfin bref, il n'y avait pas de solution qui me plaisait. Les batteries, c'était des batteries au plomb. Il fallait partir sur un équivalent. En gros, il fallait considérer que les batteries stockaient 30% de leur capacité réelle.
pour pas les user, pour les laisser, Ouais. enfin pour qu'elles puissent durer dans le temps. Et quand je dis dans le temps, c'est 7-8 ans. Hein. Bon voilà, ça coûtait très cher, je crois que c'était de l'ordre de 10 000 euros pour un stockage. Oui, la rentabilité sur l'investissement, Ouais, c'est c'était pas dingue. pas ouf aujourd'hui. Et de toute façon, moi, si je le mets en place, ça sera par étapes. Ça sera d'une part mettre des panneaux directement raccordés sur mon réseau pour justement limiter toute ma consommation la journée. Et en plus de ça, pouvoir de mon côté, avec un peu de domotique, optimiser tout ce qui est machine à laver, tout ça, pendant le temps où je produis au Ouais. maximum. Ce Ouais, qui est c'était un peu possible. la question aussi, ouais, entre choisir les heures creuses et les heures où on produit le plus. Mais j'avais fait un petit système sympa à l'époque sur une breadboard. Alors une breadboard, c'est un petit... Comment on pourrait résumer ça? C'est une petite plaquette avec plein de petits trous dans lesquels on peut mettre des composants électroniques sans les souder. Et ça permet de... C'est une tablette de test en fait. On Ouais. peut dire ça. Et globalement, je récupérais la production instantanée sur l'interface web qui était fournie par le module de mes panneaux photovoltaïques. Donc je savais combien je produisais, je savais combien je consommais. En fonction de ça, en fait, je calculais la différence entre les deux et j'augmentais la puissance d'une diode qui était placée devant une photorésistance. Et la photorésistance, elle faisait varier la puissance de mon chauffe-eau. En fait, j'ai branché, il est toujours actif d'ailleurs. J'ai un chauffe-eau, j'avais un vieux chauffe-eau avec une résistance électrique qui est branché en amont de ma pompe à chaleur. Et donc, je faisais varier la, la résistance, donc en gros la puissance de ce ballon d'eau chaude en amont de mon ballon réel. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en tout cas, voilà, dès que j'avais de la production en surplus, ben, j'augmentais l'éclairage de cette diode ou je baissais, je sais plus. Enfin bref, ça faisait baisser la résistance et donc ça faisait augmenter la puissance du chauffe-eau. Et donc en gros, je ne remettais pas tant d'électricité que ça sur le réseau. Mais bon, Ok. c'est resté Et, sur une breadboard dans un placard et puis et c'est l'intérêt pas... de mettre ton surplus de consommation dans un chauffe-eau électrique, tu peux expliquer l'intérêt de ça? Et ben en fait, c'est exactement comme des batteries. Il y a plusieurs manières de stocker l'énergie. Soit on le stocke sous forme chimique dans des batteries. Il y a... Bon, là, on digresse un petit peu, hein, mais on peut effectivement chauffer de l'eau. Alors, c'est clairement pas le meilleur moyen. Hein. Ça consomme fort. L'eau, ça donne pas une inertie terrible. Je sais que dans ce qui est étudié, il y en a qui font chauffer du sable. Enfin, c'est à des échelles industrielles. Hein. On peut faire chauffer du sable, on peut relever des poids un petit peu comme une horloge qu'on a peut-être connue chez nos grands-parents ou arrière-grands-parents, ça dépend de la génération. Et donc en fait, en gros, on remonte des poids pendant les heures où il y a de la production d'électricité en surplus. Et la nuit, on fait redescendre ces poids et la descente de ces poids fait tourner un générateur. Ça peut être pareil avec de l'eau, on peut faire remonter de l'eau dans un réservoir qui est placé en hauteur. Quand je dis en hauteur, c'est par exemple en montagne. Hein. Et donc on fait remonter l'eau et donc on fait monter l'eau avec un moteur quand il y a de la production photovoltaïque. Et quand il n'y a plus de production, eh ben on fait redescendre l'eau et ça passe dans une turbine et ça crée de l'électricité. Et pour revenir sur le côté chauffe-eau, c'est parce qu'en fait, tu es parti sur tous les exemples, Ouais. mais en gros, le côté pratico-pratique du chauffe-eau. Donc en gros, surplus d'électricité, chauffe-eau pour chauffer ton eau. Ok. Exactement. Et du Comment coup, tu récupères cette énergie? eh ben en fait, l'eau qui est chauffée dans mon ballon, qui est commandée par le surplus d'électricité, globalement, l'eau arrive plus chaude dans mon ballon de pompe à chaleur. Et donc, au lieu de relever une température, je sais pas, d'une eau qui va arriver en été, parce que c'était souvent en été, une eau qui arrive dans les tuyaux à 25, 27 degrés, enfin, en gros, à température ambiante, circuit d'eau froide, et ben elle passe dans le ballon, elle est chauffée, peut-être à 30, peut-être à 40 degrés, et mon ballon d'eau chaude, lui, ben, il a plus qu'à relever de 40 à 60 ou de 40 à 50 plutôt que de le relever de 25 à... Ok. Donc à c'est 50. en gros c'est de l'eau chaude en tampon, on va dire. Et en gros, ta pompe à chaleur va s'activer que pour aller au delta de, par exemple, si elle doit être à 60 à fond, bah, au lieu de Ouais. faire de 20 à 60, elle fera de 40 à 60 et ça consomme C'est vraiment. exactement ça, ouais, tout à fait. Ok, super. Alors, je feins l'ignorance parce qu'en fait, j'avais vu du coup des gens qui disaient le ballon d'eau chaude, c'est la première batterie de la maison, machin. Ouais. Le titre un peu putaclic, hein, c'est bien Alors, entendu. bah, c'est surtout très économique. À l'époque, je suivais, je crois qu'il s'appelle Barnabé. Je ne sais pas si tu as suivi, c'est un grenoblois qui est un petit peu... voilà, qui faisait ce genre de
de test un petit peu sur des trucs électriques. Et c'est de lui que j'avais vu ça, cette idée-là. Ok. Et alors il y a le chat qui s'active et du coup on a perdu un Chat petit est peu le en fil. délire. Ouais, là on a une audience en folie. Il y a Moustique qui demandait si j'avais un module connecté comme Echo Joko pour suivre la production réinjection. Alors non, pas du tout. Oui, on parle de tout effectivement. J'avais pas ce module-là. C'est juste que j'avais un module qui créait un serveur web, tout simple, hein, vraiment du HTML 1.0 avec ma connexion en connexion avec mes panneaux photovoltaïques, et effectivement c'était un ESP 8266 qui gérait qui était connecté à un Raspberry Pi et qui gérait l'éclairage de ma diode. Ouais, voilà, c'était je crois que c'était même ESP Easy que j'utilisais. Après, aujourd'hui, parce que les panneaux solaires, ça devient vraiment du grand public accessible. Aujourd'hui, maintenant, on a des logiciels inclus avec les panneaux solaires parce qu'ils ont des modules qui sont préintégrés. Et si vous voulez vraiment contrôler ce qui rentre et ce qui sort en termes d'énergie que vous générez avec les panneaux photovoltaïques, il y a aussi les disjoncteurs connectés sur lesquels vous allez apporter votre ligne qui vient des panneaux solaires pour gérer de la manière la plus optimale possible à ce niveau-là. C'est moins fun que de faire avec l'ESP comme tu as pu faire Neo, mais Ouais. sur du truc plus clé en main, ça peut être une alternative. En tout cas, c'est resté à l'état de prototype. Et là, je crois que c'est même plus en... Ouais, c'est comme les backups, ça viendra plus tard. C'est terrible. Ouais. Enfin donc voilà un petit peu pour refermer la parenthèse des panneaux photovoltaïques et du stockage d'énergie. Yes. Pour la conclure, de mon côté, c'est un devoir de vacances, mais sur l'idée de ce que je vais mettre comme infra. Ça sera qu'en 2026 que je pense que je pourrai le faire. Parce que il y a quand même un coût à prendre en compte sur l'installation des panneaux. Je vais le faire tout seul. Donc j'ai vu tout ce qu'il allait faire niveau déclaration, tout ça. Et le seul pan de ma maison sur lequel je peux mettre un panneau, les panneaux, celui qui est le plus exposé, c'est celui où j'ai une cheminée à enlever avant pour avoir de la place. Donc faut que j'enlève la cheminée, que je refasse la toiture, que je fasse les fixations pour les panneaux photovoltaïques, que je tire le câble et que je pose. Donc on va attendre 2026. Niveau cahier de vacances, est-ce que tu avais d'autres choses, Néo, de ton côté ? Mes cahiers de vacances sont plutôt bien remplis, mais si je devais rajouter quelque chose à la liste, ce serait effectivement de changer de techno pour tout ce qui est tunnel VPN. Actuellement, j'utilise WireGuard, alors que ce soit pour accéder à mon infra ou même pour faire mon mini VPN en mode Sud VPN. Vous aurez tous la référence, j'imagine. En tout cas, voilà, donc j'utilise WireGuard avec un très beau script qui, je crois, m'avait été recommandé par Waza. C'est le script dans Gristan, non ? Exactement, ouais, en Gristan. C'est de la command line interface. Mais c'est en tout cas très efficace pour gérer ses utilisateurs, créer des nouveaux utilisateurs et gérer ses utilisateurs. Toujours est-il que WireGuard aujourd'hui, il répond globalement à ce que j'ai envie, mais j'aimerais bien contrôler ça plus finement. Et plus finement, ça veut dire choisir ce à quoi mes utilisateurs ont accès. Et pour ça, il y a Tailscale et Headscale, qui est la version serveur open source de cette techno, qui permet de le faire. Donc, ouais, c'est dans la liste. Par rapport à Tailscale, je connais un petit peu parce que y a un partenariat Unreal de Tailscale, mais t'as pas un nombre de requêtes maximales journalières ? Le fact-checking, je t'ai vu sauter sur le clavier. Non, je répondais à Moustique, mais il faudrait que je regarde. Alors effectivement, tu as une version gratuite, j'allais dire. Waza nous dit 100 machines. Ouais, mais alors je crois que tu as... Alors je vais fact-checker Tailscale, qui est d'ailleurs pas en favori, mais il m'est proposé assez rapidement. Et si je regarde du côté pricing, en fait, il y a un nombre d'utilisateurs actifs. Effectivement, 100 devices, donc 100 périphériques, limité à 3 utilisateurs. Ça, c'est la partie free. Si vous voulez accéder gratuitement au service, limité à 3 utilisateurs et 100 périphériques. Alors 100 périphériques, globalement, je suis pas sûr que dans nos Home Labs on les atteigne, enfin pas tous. Et après, oui, ça devient payant. Donc Tailscale, effectivement, eux, ils proposent et le client que vous installez sur votre téléphone, sur votre ordinateur, enfin peu importe, et le serveur. Et c'est cette version-là qui est payante.
le client est toujours gratuit. Mais il y a eu alors pas un fork, je sais pas si c'est un fork, mais bref, il y a eu un projet open source qui s'est développé autour de ça et qui s'appelle très intelligemment Headscale et qui est censé pouvoir fournir les services pour les clients Tailscale. Ok, donc c'est une alternative fonctionnelle avec le côté client Tailscale, mais hébergée directement chez toi et non chez Tailscale, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Un petit peu à la manière de ce qu'on retrouve avec Bitwarden. Ouais, avec VaultWarden et BigWarden. Et VaultWarden qui est la partie serveur. Ouais. Alors d'ailleurs avec VaultWarden, il y a quelques fonctionnalités qui sont pas, qui diffèrent entre la version client et la version serveur. Là par exemple, on peut pas, avec l'extension de navigateur Bitwarden, on peut pas supprimer un identifiant qu'on aurait créé parce que VaultWarden ne gère pas l'extension Bitwarden ne gère pas la suppression avec le serveur VaultWarden. Alors c'est certainement... Ouais, je pense que c'est une sorte de version... C'est quoi que tu me dis que tu peux pas faire ? Alors si t'as ton Bitwarden là en live... Ouais, je suis devant là. Tu peux créer un identifiant, et ben, tu verras que tu peux pas... Enfin, même si tu regardes un identifiant qui est déjà créé, qu'est-ce que j'ai de beau sous la main ? Voilà, si moi je peux. En fait, quand je clique sur modifier ? Non, à droite, t'as une petite poubelle rouge. Moi je l'ai pas. T'es sous quel navigateur ? Aïe, je suis sur Chrome. Voilà. Alors, je sais pas si c'est dû à ça. Bon. Toi, t'es pas passé sur Chromium, t'es sur Firefox, toi, non ? Je suis sous Firefox, ouais. Bon, c'est peut-être l'extension sous Firefox. Enfin, en tout cas, il peut y avoir quelques petits décalages. Et effectivement, je ne peux pas supprimer. J'ai le bouton modifier, mais je ne peux pas supprimer une entrée. Bon, bref. On a ouvert une parenthèse, une de plus. Que je vais m'empresser de refermer. Enfin voilà. Ok, donc migrer une partie de tes services de WireGuard vers Tailscale. Ouais. Ok, alors ça je l'avais même pas noté sur les devoirs de vacances parce que c'est très très loin dans mes priorités dans le sens où tout ce que je fais pour l'instant est fonctionnel. Mais c'est vrai que si je voulais optimiser un peu les accès et surtout les restrictions, c'est ce vers quoi j'irais également. Ouais, c'est d'autant plus intéressant que, effectivement, comme tu le disais, il y a une option Tailscale intégrée à Unread, sur laquelle je me suis pas encore bien penché. Alors moi je m'y suis penché quand j'ai commencé à faire mes vidéos Reboot Unread qui ne sortent toujours pas. Mais c'est vrai que c'est très intéressant et pour moi plus clé en main qu'une solution type WireGuard. Parce qu'en fait concrètement avec Tailscale, pour faire des choses de base, tu as besoin de très peu de connaissances techniques. En gros, c'est ton service, je veux qu'il soit accessible par telle manière, et voilà en fait. Ouais, ça te permet d'avoir une gestion très très fine des accès, et tu peux très bien dire, cet utilisateur-là, il a accès non pas à la machine qui héberge le serveur WireGuard, mais juste le port, le port 5900 pour avoir accès à un VNC, donc à une prise de contrôle à distance d'une machine virtuelle, ou à autre chose, ça peut être, un port de jeu, ou... Bref. Il y a plein de possibilités et du jour au lendemain, tu peux très bien dire, je crois qu'en plus tu peux gérer des groupes, tu peux dire tels utilisateurs donc, font partie de tel groupe a accès à telle machine ou à tel service. Tu peux gérer au niveau des services, au niveau des machines. C'est une gestion très, très plus fine, là où sur WireGuard on est plus sur une globalité où si on faut vraiment faire des configurations WireGuard pour chaque usage. Et, on va dire que c'est un peu plus... pas complexe, mais l'usage n'est pas forcément adapté. Ouais. Ça peut se faire finement. Hein. Je sais que sous WireGuard, tu peux jouer avec les IP tables, donc, qui est un fichier de configuration sous Linux qui gère les autorisations des accès, tout ce qui est réseau. Tout à fait. Mais la gestion est loin d'être accessible. Ok. Moi, j'ai un petit truc en dernier sur le cahier de vacances de choses que je dois faire et que je ne dois pas procrastiner. Parce que c'est ce qui est en lien en partie avec la chaîne Superboki, c'est que on m'a envoyé pas mal de choses à tester, des choses qui sont en plus assez intéressantes. Un peu de matos, c'est ça que je te dis que j'avais sur le côté. Donc là, vous ne voyez pas parce que Néo vient de partir et moi, je viens d'aller chercher mes petits cartons pour présenter ça à Néo. Ouais, excuse-moi, je voulais pas te couper, mais... J'en ai profité pour aller chercher mes petits cartons. Donc j'ai eu pas mal de choses intéressantes ou du moins curieuses à tester qui m'ont été envoyés. Des trucs assez marrants, genre ça c'est une sorte de copie d'une clé Amazon Fire Stick. Mais c'est marrant parce que c'est la moins chère qu'on puisse trouver sur AliExpress.
je crois, coûte 12 ou 13 balles. Donc, c'est plus par curiosité de voir à quel point c'est foireux. D'un point de vue récupération de données, d'un point de vue fonctionnement, voilà, c'est plus de l'intrigue. Alors moi, je serais curieux d'analyser ce qui sort, au niveau réseau. Ouais. Ce serait rigolo à faire. Si on a l'occasion de se croiser, je suis preneur d'une analyse réseau de cet engin. Ce serait avec plaisir. Moustique qui nous dit que c'est curieux de suivre un unboxing sur la vidéo. Ouais, écoute, j'essaie d'être le plus comment dire, descriptif et volubile possible. Ouais. Autre chose, j'ai quelque chose qui m'a été envoyé par l'entreprise qui s'appelle le JSO, qui propose de faire un peu de modding sur différents équipements, notamment les consoles. Et comme vous le savez, pour certains, j'ai une Asus ROG Ally, première du nom. Son gros point faible, c'était son autonomie. Ils ont développé une batterie 65 watts, je crois, qui permet d'étendre jusqu'à 50% l'autonomie de la console. En 65 watts, c'est la puissance brute. Tu as une capacité en milliampères-heure. 65 Wh. Ah, Wh. 65 Wh, ok. Ouais. D'accord. Et celle de base, je crois qu'elle celle-ci, elle est 50% plus grosse en termes de volume. Ah oui, mais c'est quelque chose dans laquelle tu viens mettre ta console, c'est un mode poignée, c'est ça? Ah non, je démonte la Asus ROG Ally, j'enlève l'ancienne batterie, ah oui. Je mets la nouvelle, et je mets la nouvelle coque adaptée, parce qu'elle est un peu plus grosse. Ouais, je vois l'idée, ouais. Ok. Et ça m'intéresse. J'avais écrit au concepteur sur leur Discord, ils m'ont dit, ok, on t'en envoie une, test. Donc ça fait partie de mes devoirs de vacances. Ok. Et oui, Moustique, la ROG Ally est passée sous SteamOS, le vrai SteamOS, pas le Bazzite, pas le Chimera OS, le vrai SteamOS. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt très bien. J'en ferai possiblement une vidéo. Ok, je rajoute ça à ma liste de devoirs de vacances. Ouais, j'avais vu passer des tests justement depuis que SteamOS est dispo, où les youtubeurs faisaient des reviews en testant et la machine sous Windows et la machine sous SteamOS. Effectivement, c'est là qu'on voyait que les perfs étaient au moins aussi bonnes sous SteamOS. Là, tu vois, je joue à FF7 Rebirth. Sur Windows, je devais mettre en low quasiment partout le TDP à fond, enfin pour tirer le maximum de perf de la console, ça soufflait de ouf, et j'avais des décrochages. Là, je joue en mode grosso modo médium, sans forcément mettre tout à fond, et ça tourne correctement. C'est assez intéressant. Ouais, non, mais ça marche vraiment bien. Hein. Autre devoir à faire, j'ai reçu la toute dernière console d'Ambernic, la RG Slide. Donc, on est sur un podcast audio, c'est une petite console rétro gaming qui reprend le format de la PSP Go si vous connaissez, ou des BlackBerry, vous savez, pas à clapper, mais en slide, où on avait le clavier en dessous. Sauf que là, c'est la manette. Donc, à tester, ça va être assez intéressant. Nokia avait sorti aussi c'est pas la N... Il y avait une espèce la N-Gage. Ouais, N-Gage. C'était peut-être pas un slide. Non, c'était tout intégré. Tu avais l'écran au milieu et les touches du clavier sur les côtés. Ah oui, et tu tenais le téléphone sur la tranche. Et ce qui fait qu'on était en avance sur notre temps, parce que maintenant, les gens écoutent leurs vocaux WhatsApp avec le téléphone sur la tranche, finalement. La N-Gage, je le faisais déjà. Mais ouais, 15 ans avant. Moustique nous dit que le Nokia N95 le slidait. Oui, exactement. Oui, je l'ai dans mon tiroir, juste ici. Sauf que là, c'est un slide en mode portrait. Là, je parle d'un slide en mode paysage. Un peu comme ce que proposait du coup la PSP Go. Tu sais que le N95, ça a été mon rêve que j'ai jamais eu. J'ai jamais eu, mais j'en rêvais à l'époque. Oh là là. Là, vous pouvez pas voir, mais Boki est parti dans sa réserve au fin fond de son studio d'enregistrement. Et il va me faire baver. J'espère. Ouais. Alors, j'avais deux téléphones de rêve à l'époque. Pour vous situer un petit peu sur la timeline, c'était le Sony Ericsson T60S. Je sais plus. Si, je crois que c'était le T60. Je vais retrouver. Aïe, c'est terrible. Je le trouve plus dans le tiroir. Aïe. Effectivement. Et je t'ai entendu parler du Ericsson T60S. J'ai eu également un Sony Ericsson T60. C'était mes petits kinks de l'époque. Et là, on parle du monde du début des années 2000, avant l'arrivée des premiers smartphones. Alors, c'est pas le T60, ou T28S peut-être. Ouais, c'est ça. C'est le T28S, ultra plat, avec un clapet. On se serait cru dans Matrix.
Bon, alors que dans Matrix, il n'y avait pas de clapet, c'était un slide automatique. Mais bon, bref. Ouais. Et pour terminer mes devoirs physiques, je crois que j'en ai déjà parlé peut-être le mois dernier, je sais plus. J'ai reçu 2 colis de la marque Fifine avec le micro Fifine pour le podcast et leur casque gaming Fifine aussi. Ah ouais, t'en as peut-être parlé, effectivement. À tester. Donc si j'en ai parlé le mois dernier, c'est que j'ai toujours pas fait le test et c'est pas bien du tout. Ouais, je sais plus si t'en avais parlé dans le podcast ou si on en a parlé à l'occasion voilà, de nos échanges. Voilà. Et le dernier devoir qui sera cool parce qu'il va possiblement intéresser la commu, il y a la marque Proton qui m'a contacté, donc Proton VPN, Proton Pass, Proton tout ça, Les Suisses. ouais, qui m'a contacté pour faire des vidéos sur leurs produits. Donc possiblement intéressant pour ceux qui souhaitent avoir des services assez qualitatifs et qui n'ont pas la possibilité d'héberger tout chez eux. Bah, on va dire que Proton propose des choses assez intéressantes. Yes, ça marche Epitaph, merci d'être passé. De toute façon, là, on va se diriger pas sur la conclusion, mais sur la pré-conclusion avec des petites pastilles de nos choses qui nous semblent indispensables sur nos infras. Et ouais, et ben écoute, j'ouvre le bal. Ouais. Et ben écoute, moi, dans la liste de ce qu'il y a d'indispensable, alors j'avais mis VPN WireGuard, tu vois. Ouais. Effectivement, ça me semble être indispensable pour pouvoir accéder de manière sécurisée à ces machines sans exposer tous les ports de la planète. Ouais. Et assez rapidement, je dirais AdGuard Home. Alors c'est un serveur DNS. Globalement, un serveur DNS, c'est un annuaire qui permet de faire correspondre les URL, donc les adresses que vous tapez dans la barre d'adresse là-haut, avec les adresses IP des serveurs qui hébergent le service en question. Et AdGuard Home permet de faire bien plus que ça. Il filtre les pubs, il filtre tout ce qui est remonté de Matrix. Enfin bref, on peut faire des tas de choses, gérer du contrôle parental en spécifiant chaque utilisateur. Bref, voilà un petit peu les 2 services. Si je devais retenir que 2 services, ce serait ceux-là. Ouais, je suis assez d'accord avec toi avec AdGuard Home. Il y a l'alternative aussi Pi-hole qui existe, qui permet également cela. J'avais commencé avec Pi-hole effectivement, sur un Raspberry Pi d'ailleurs. Ouais. Et puis j'ai testé AdGuard Home et puis je suis resté sur celui-là. Bah un peu pareil que toi. Bon, mon AdGuard Home est actuellement non en prod. Il faut que je le remette parce que j'avais fait plein de petites modifications et bref, je suis un tocard. Pi-hole, c'est la première chose que j'ai installée sur un Raspberry Pi à l'époque. J'avais acheté un Raspberry Pi pour tester ça. Je trouvais ça super. Bon, vu que à l'époque sur le réseau j'avais quelques grosses lacunes, je sciais très souvent la branche sur laquelle j'étais assis et j'avais plus accès à rien. Mais ça a été une bonne manière de tester à quel point Pi-hole pouvait filtrer tout ce dont je décidais. Ouais, effectivement, il y a toujours des trucs. Moi, je crois que j'en avais déjà parlé ici. Sur le premier truc que j'ai hébergé sur un Raspberry Pi, c'était de la domotique, et pour lequel j'avais ouvert le port 80 et 443 directement sur ma box. Enfin, de ma box vers mon Raspberry Pi. Autant vous dire que les robots s'en étaient donnés à cœur joie. Ma domotique était inatteignable, inaccessible. Le Raspberry Pi était au bout de sa vie, certainement transformé en botnet pour le plus grand plaisir des robots des internets. Et Moustique nous fait une petite remarque dans le chat qui est assez pertinente, qui fait un lien avec la fameuse clé clone Amazon chinoiserie AliExpress, que en effet AdGuard Home, ça peut permettre de filtrer un peu certaines box TV chinoises où parfois il y a une certaine, peut-être, on sait pas, récupération de certaines données. Disons que c'est très bavard. Voilà, c'est bavard. Mais ouais, effectivement, on peut voir dans les logs, tout est enregistré, et donc on peut filtrer notamment les requêtes qui sont soit rejetées, soit bloquées, soit filtrées. Et ouais, on est assez étonné de voir tout ce qui tente de remonter, puisqu'en l'occurrence, AdGuard bien configuré empêche que ça parte. Concernant mes indispensables sur nos infras, j'ai pris un peu une thématique, c'est l'été, on a besoin de s'amuser, de pouvoir se distraire quand on lézarde dans notre transat. Je suis parti sur Comga, donc, ou Conga, je sais pas comment on dit. Je sais pas si tu connais, c'est un peu une alternative où, ouais, pour les BD, les comics, c'est un peu le Jellyfin des BD, des comics, avec un côté serveur et un côté client, et qui permet de pouvoir accéder à tous ces mangas, tous ces BD, depuis soit une page web ou depuis un client.
Le client qui était un peu à la mode s'appelait à l'époque Takiyomi, mais aujourd'hui je suis pas sûr qu'il soit toujours maintenu. Celui qui aujourd'hui est fonctionnel parfaitement avec Konga, c'est Clutter, et ça permet voilà, sur ta tablette de pouvoir lire tes mangas de manière la plus confortable possible. Et j'avoue que l'été c'est mon petit truc, plutôt qu'être tout le temps, je veux dire sur les écrans, je suis sur ma tablette donc je suis sur un écran, mais plutôt que d'être dans mon bureau à regarder des trucs ou à bosser, je me pose tranquille et puis je me lis des petites BD. Voilà, Super Boki, 13 ans, redécouvre ses mangas. Pour mon dragon, Calibre, qui est un peu la même méthode, mais côté roman, côté journaux, et qui permet de pouvoir envoyer assez simplement sur des liseuses ou accéder depuis l'interface web, non pas à des BD, à des comics, mais à des romans. Ouais, ça peut être des e-books. Et ça peut même être, par exemple, je sais pas, tu regardes tous les jours le site Eurosport, et automatiquement ça va aller chercher les news, te compiler un PDF par exemple qui sera envoyé tous les jours sur ta liseuse pour que tu puisses voir le contenu. J'avais déjà jeté un œil sur Calibre. Enfin, je l'avais mis dans un coin de ma tête parce que j'ai hérité d'une liseuse. Alors, en termes d'interface, c'est très austère. Je trouve pas ça foufou, mais bon, venant du monde de Linux, l'austérité. Mais c'est vrai que c'est pour moi, on va parler le numérique 2.0, mon cher Néo, la liseuse, que ce soit pour les mangas ou pour les livres, je trouve ça intéressant quand on part un petit peu ou autre. Ça peut être une portabilité d'un peu ces livres. Donc même si j'aime le livre papier, avoir le pendant numérique à côté, on dit pas non. Ouais, j'avais un copain qui a fait un tour du monde en vélo et qui justement me disait en fait tu peux pas te permettre sur un tour du monde d'emmener ta bibliothèque et il avait emmené une liseuse alors qu'il est pas fan d'ultra numérisation de ce qui l'entoure, hein, mais en fait c'est tellement pratique, tu recharges ça tient plusieurs jours, plusieurs semaines, et puis tu peux emmener 300 livres, c'est ça qui est dingue. Ouais, je suis assez d'accord. Et en autre service indispensable que j'ai noté, parce que j'en ai fait les frais l'an passé, et à peu près à chaque fois que je ne suis pas chez moi, c'est IPMI, on réexpliquera un peu ce que c'est, ou une alternative si on n'a pas d'IPMI disponible sur nos machines, le Nano KVM. Tu connais un peu IPMI, Néo ? Alors oui, je le connais, alors j'allais dire trop bien, mais non, c'est encore un truc que j'ai mis sous le tapis. Alors cette fois, c'est pas en perso, mais au boulot, j'ai reçu des machines et il faudrait que je m'occupe de l'IPMI. Effectivement, c'est une interface réseau dédiée qui est connectée à une petite partie qui est un truc autonome à l'intérieur d'un serveur et qui te permet d'accéder au serveur. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça ? KVM, c'est Keyboard Video Mouse, mais l'idée c'est de prendre la main comme si on était branché physiquement sur le serveur. C'est ça, on peut prendre la main sur le serveur. Admettons, votre serveur plante. Si vous connectez via IPMI, vous pouvez accéder au serveur, voir ce qui se passe potentiellement, le redémarrer à distance. En gros, avoir une gestion que vous ne pourriez pas avoir si vous n'êtes pas physiquement face au serveur. C'est ça, et assez intéressant. C'est un système dans le système et qui te permet même de... Alors sur l'IPMI, je suis pas certain. Après, tu as des déclinaisons. Chaque marque Bien sûr. a sa petite déclinaison. Je crois que tu as l'ILO chez Dell. Il n'y a pas Hydrac aussi Hydrac, c'est peut-être chez Lenovo ou chez HP. Enfin bref, chacun a sa petite... Hydrac, c'est Dell, Moustique. D'accord. Okay. Et effectivement, chacun a sa petite déclinaison. Et je sais que tu en as certains où tu peux carrément installer... en gros, tu branches l'IPMI, tu le configures et tu peux installer le système d'exploitation sur le serveur directement depuis l'IPMI. Tout à fait. Par exemple, le Nano KVM. Donc, Nano KVM, c'est une alternative à l'IPMI. C'est un élément que vous allez connecter à votre machine et qui permettra d'avoir du coup le côté visuel, le clavier souris et la possibilité également de démarrer, d'arrêter un serveur et également d'injecter des données, dont le système d'exploitation par exemple. Il y a Waza qui fait un retour par rapport à Nano KVM et le côté un peu mauvaise réputation, espionnage, les Chinois, tout ça. Sur Nano KVM, on peut changer le système installé dessus pour en mettre un autre. Alors je sais pas si tu fais un fact-checking Néo de ça,
Mais je Chez sais Ampere, que il était recommandé fut un temps de changer le système mis de base dessus pour en mettre un qui serait peut-être plus de confiance, on va dire. Ok, ouais, effectivement, je me souviens, j'en avais entendu parler, j'avais suivi le projet. C'est un espèce de petit cube, le Nano KVM, qui est basé sur une puce RISC-V. Ouais, c'est ça. Alors c'est soit un petit cube, soit maintenant ils ont fait une déclinaison qu'on peut mettre sur un emplacement PCI pour mettre une carte PCI, comme ça c'est intégré dans la machine et il n'y a rien qui dépasse. Et ben comme quoi, finalement, ce KVM, c'est encore un de mes, un de mes trucs sous le tapis du cahier de vacances, puisque je me suis fabriqué un PIC AVM, qui est l'équivalent sur un Raspberry Pi. Voilà, il suffit de rajouter une petite carte qui gère l'entrée HDMI en fait. Pareil avec un autre petit module qui gère le clavier. Et j'ai craqué pour le Jet KVM aussi. Je sais pas si tu avais suivi, c'est une campagne Ouais, Kickstarter. Alors il est magnifique. Et C'est avec le petit écran de monitoring dessus, non? ouais, c'est ça, t'as un petit écran OLED. Il y en a qui ont fait des intégrations dans des racks. Un écran OLED? Ouais, c'est un écran OLED. D'accord. Ouais, c'est un tout petit écran OLED. Ok. Il y en a qui ont fait des intégrations dans des racks 19 pouces, qui en ont mis 4-5 côte à côte. Alors ça a cartonné sur Kickstarter. Pour te donner une idée, je suis en train de reprendre les chiffres. La campagne d'origine demandait un financement de 50 000 $. Et ils ont levé 5 765 902 $. Je pense qu'ils doivent être contents, mais ils doivent faire de l'huile aussi parce que là, ça a pris des proportions. Ouais, surtout que... alors j'ai acheté ça quand? Attends, quand est-ce que ça s'est terminé? J'ai plus la date et puis je voudrais pas qu'on s'étende trop là-dessus, mais ils ont effectivement eu des soucis. Je crois que c'était la guerre, c'était au moment de la guerre en Ukraine. Ils ont eu des soucis pour avoir quelques pièces. Tu dis ça comme si tu parlais de la guerre d'Ukraine au passé. C'est que tu penses qu'on va prendre autant de latence que ça sur la sortie du podcast? Non, non. Mais donc, oui, l'opération militaire spéciale, pardon, Ouais. qui donc a en tout cas ralenti l'expédition des jets KVM. En tout cas, c'est un très bel appareil. Il est tout en métal, il est très très lourd. En fait, c'est assez impressionnant le poids que ça pèse. Et donc, tous les deux, que ce soit le Pi KVM ou le jet KVM, je les avais fait pour brancher sur mon Unread pour avoir un contrôle distant, au cas où, tu vois. ouais. Ouais. Et en fait, comme mon unique GPU à l'intérieur est capté par Docker Mhm. pour faire tourner Jellyfin notamment, et ben en fait, dès que Unread démarre, j'ai plus du tout d'interface. J'ai aucun retour. Puisque donc il sert strictement à rien. Donc il faudrait que j'ouvre, que je mette un autre GPU peut-être. Enfin bref. Après, tu peux ne pas avoir de retour de l'écran, mais tu peux quand même pouvoir lancer les commandes à distance de démarrage, redémarrage, tout ça, non? Alors oui, pour ça, il faut brancher tout le module. De Effectivement, câble t'as une carte. sur le fond de panel, ouais. Enfin, pas le front de panel, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Je cherche le nom exact. Je veux bref, dire, en tout cas, les petites pins de contrôle, mais ouais, c'est ça, ça a un nom. pas le terme. Et là, on se repose entièrement sur la totalité du chat du Discord. Mais en tout cas, effectivement, ouais, faut brancher. Et je crois qu'il faut faire un choix entre brancher le bouton du physique du boîtier ou le jet KVM. Je crois que tu peux adapter. Hein, ouais, alors j'ai vu ces trucs-là, mais là, moi, j'avais pas ce qu'il fallait. Bref. Alors, on va arriver doucement sur la conclusion de cet épisode. La première chose qu'on peut conclure, c'est que parler de nos devoirs de vacances nous a fait nous en rajouter mutuellement. Ouais, ou en tout cas, au moins prendre la mesure de ce qu'on avait enfoui. C'est ça. Ouais. C'est terrible cet épisode. J'ai hâte qu'on fasse le prochain et qu'on se dise qu'on a toujours rien fait 6 mois après. Ouais, je n'ose plus parler de GLFOS qui, depuis qu'en fait j'en ai parlé, j'ai pas réussi à le réinstaller en l'occurrence pour des sombres histoires de clés UEFI. Enfin bref, je crois qu'il s'installe plus en mode legacy et bon. Bref, il va falloir que je fasse comme toi, que je saute le pas et que je me dise, allez, terminer, le disque qui héberge Windows actuellement, il saute et je mets GLF dessus. Voilà. Donc on va arriver, comme on l'a dit, sur tout doucement la véritable conclusion. On a fait une pré-conclusion, on est vraiment sur la conclusion. Tout d'abord, toi Néo, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit épisode en Tech tous les deux, plus... la communauté du Discord, on vous le rappelle, on est plus de 1000. Il y en a un peu moins actuellement sur l'enregistrement. Hein. Mais on est plus de 1000 sur le Discord. Et c'était un premier enregistrement, on peut dire, en live. Tu as vécu ça comment ?
Eh ben écoute, je sais pas comment ça rend chez vous, que ce soit là une fois que le montage est fait, si vous nous écoutez sur les plateformes ou dans le chat actuellement. Mais en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est super intéressant de pouvoir échanger avec les uns et les autres qui sont venus, qui sont passés. Alors pour certains qui sont là depuis le début de l'enregistrement, pour d'autres qui sont arrivés au milieu ou partis en cours de route. En tout cas, c'est très agréable. Moi, je signe pour un prochain enregistrement avec le chat du Discord. C'est quand tu veux. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi. D'une, pouvoir échanger rien qu'avec toi, c'est un privilège, mon cher Néo. Et c'est vrai qu'avoir parfois des petites remarques côté Discord, ça permet de rebondir sur certaines choses ou d'apporter un complément, donc c'est plutôt cool. Je me prête à imaginer un épisode où on serait aussi avec l'invité, et peut-être qu'il y aurait des questions, des remarques qui pourraient être très pertinentes pour donner un peu plus d'interaction, un peu plus de rythme lorsqu'on mène un entretien. On va bosser là-dessus, on va voir ce qui est faisable, les différentes limites, mais à voir. Ouais, en tout cas, voilà, très très agréable pour une première. C'était vraiment super. Ouais. Je sais pas ce que les gens du Discord en ont pensé. De toute manière, ce qu'on pourrait faire, c'est après faire un petit débrief aussi avec eux, voir comment ils ont ressenti le truc. Dès lors où on a toute l'organisation pour pouvoir faire un épisode comme ça en live, on essaiera de le faire parce que je pense que ça peut intéresser du monde. Quelle réactivité Néo avec Le sondage. un sondage. Alors j'espère qu'il y aura pas moitié-moitié parce qu'on est sur quand même un nombre pair d'auditeurs en live. Ouais, ouais. Vous noterez que j'ai peu de, comment dire, en anglais c'est expectations, j'ai peu d'attentes concernant le sondage, à peu près autant que le dernier sondage que j'ai mis sur Spotify. non, j'avais utilisé Framaform. Ouais. Oula, alors, attends, je suis inquiet. je vois 3 votes alors qu'il n'y a que deux super dans la conférence. C'est que j'ai fait un calembour, j'ai voté bien entendu. Eh ben écoute, moi aussi je me prête au vote et c'est un 100%. Il y a autant de votes que dans le dernier vote qu'on avait mis sur Spotify. Je suis refait. Il y a autant de votes que ton nombre d'abonnés sur Mastodon. Ouais, il faudrait que je vérifie, mais on n'est pas loin effectivement. Bon, cette fois-ci, Néo, c'est vraiment la fin et il me doit de conclure comme à notre habitude. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, à laisser un avis ou à vous abonner sur vos plateformes préférées. On est partout à peu près. Et vous pourrez trouver les liens dans la description du podcast. Ça vous prend 30 secondes et c'est ce qui permet de rendre ce podcast visible. Bon, Néo, il ne nous reste plus qu'à donner rendez-vous au mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et surtout restez curieux. Salut! Allez, on se voit à la rentrée. Salut! Alors, si c'est... Oula! J'ai chuté. Heureusement que le monteur sera très doué pour corriger ça. Ouais, j'ai découvert une fonctionnalité. En fait, tu peux couper et mettre à la fin des trucs. La chute de fin. Je la refais. Yes. Tu feras gaffe, ton micro, là, ça sature quand tu tapes un petit peu plus là, sur les derniers trucs. J'espère que ça grillera pas trop ce que j'ai dit. C'était On tellement intéressant ce que j'ai dit. Bah oui, je sais bien. C'est pour ça que je me permets de te le faire remarquer. Voilà. Enfin, en tout cas, il fallait pas plus pour que ça grille. La barbe sur le micro. Barbe qui a été taillée ce matin parce que ce qu'on fait avec Néo, c'est qu'avant chaque enregistrement d'un podcast audio, on va chez le coiffeur et le barbier. Ouais, effectivement, j'ai repassé mon plus beau t-shirt. Alors, vous pouvez rigoler dans le chat aussi, même si vous voyez pas. Ouais, faites un effort.